Mesdames, Messieurs, bonjour. J'avais noté 8h30, je suis en retard, pardonnez-moi. Donc le rapport en question, il est le résultat d'un groupe de travail dont le nom des membres figure dans le papier que vous avez dans vos dossiers, je crois, et c'est un travail que j'ai animé avec Patrick Faucheur, qui est ici présent. Nous avons examiné la question du changement climatique. Dans certains cas, la question de la pollution locale et de la pollution qui n'est pas une pollution mais de l'affectation globale du climat ne vont pas nécessairement de pair. Les spécialistes des moteurs nous disent qu'on atteint une sorte de limite à partir de laquelle, si on veut diminuer les pollutions, il faut augmenter la consommation. Donc, et parfois, il faut arbitrer entre ces deux préoccupations. Elles peuvent être convergentes, elles peuvent être légèrement contradictoires. On voit qu'aujourd'hui dans les villes, notamment à Paris mais dans bien d'autres, c'est la question de la pollution locale, des atteintes immédiates à la santé qui l'emportent, quitte à ce que bien sûr la préoccupation du changement climatique reste tout à fait forte. Alors je vais aller vite parce que ce n'est pas moi qu'on veut entendre, c'est la rapporteuse de cet excellent rapport de l'Assemblée nationale. Je vais rappeler quelques chiffres rapidement que beaucoup d'entre nous connaissons, simplement pour caler le débat. Donc, on est dans une nouvelle phase de l'histoire de l'homme, avec un grand H, évidemment. Les transports ne peuvent échapper à cette préoccupation. La phrase « c'est la phototransport » est stupide, mais la phrase selon laquelle les transports ne devraient pas être impliqués l'est à peu près autant, ou encore pire. Et il faut jouer simultanément sur toute une gamme de mesures, à la fois des moyens de transport plus efficaces, deuxièmement, des sources d'énergie moins polluantes, et troisièmement, changer nos usages eux-mêmes et faire ce que la Commission européenne, il y a déjà plus de 10 ans, avait appelé le découplage, c'est-à-dire une croissance de la mobilité, parce qu'ici personne ne prône la restriction de mobilité, et pour autant une diminution des inconvénients, des pollutions, des effets négatifs de cette mobilité. Et enfin, il faut une vision intégrée et l'échelle nationale, pour importante qu'elle soit, et c'est un levier d'action évident, ne peut ignorer l'environnement international et notamment l'échelon européen. Alors bon, ça je l'ai raconté, donc je ne vais pas le répéter, mais l'accord de Paris de la COP21, je dirais, est en danger. Le président des États-Unis, qui vient d'être élu à Urbi et Orbi, dit qu'il n'y croyait pas. Il a nommé un climato-sceptique en responsabilité de l'environnement aux États-Unis. On peut être très inquiet, car ce n'est pas un pays de troisième zone, c'est le deuxième émetteur du monde après la Chine. Donc il faut une bataille politique importante pour que cet engagement déjà difficile à obtenir, mais qui était un grand succès diplomatique, prenne corps. Voilà. Et donc voilà les quelques propositions de notre association. Alors quelques chiffres à l'échelle mondiale. On considère que les transports seraient à la source de 14% des émissions de gaz à effet de serre, mais ça ne compte pas les émissions de l'énergie consommée, la production d'énergie ou le raffinage du carburant ou la production d'électricité consommée par les transports. À l'échelle européenne, les choses sont différentes. On a environ vous avez là une décomposition des émissions par secteur d'activité dans l'Europe des 28 encore à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs que le profil de l'Europe en bleu diffère sensiblement du profil de la France. Ça, c'est l'effet de notre énergie nucléaire qui, comme on sait, est décarbonée. Et donc, puisqu'on a moins d'émissions liées à l'énergie, tous les autres secteurs, en proportion, émettent davantage que dans la moyenne européenne. C'est le cas du transport, puisque si la moyenne européenne est 23%, la moyenne française est 33%. Donc la responsabilité du transport en France en matière d'émissions est particulièrement importante et il est donc particulièrement pertinent de s'y intéresser très fortement. Ça montre que la France, bien que parmi les pays les plus riches d'Europe, est parmi les bons élèves de l'émission de gaz carbonique par habitant. Vous voyez que tous les pays à notre droite sont, à part la Suède, plutôt des pays moins développés que n'est la France. On voit que l'Allemagne, par exemple, est le 4e pays après l'Estonie, l'Irlande et la République tchèque. Donc il y a des grandes disparités à l'intérieur de l'Europe. Question, est-ce que les objectifs de réduction doivent s'appliquer de façon uniforme ou est-ce que les mauvais élèves ne doivent pas faire davantage d'efforts que les bons? Petite question politique, facile bien sûr. Ça montre effectivement, ça confirme ce que le sénateur vient de nous dire, à savoir que depuis 1990, tous les secteurs économiques européens ont réduit leurs émissions, sauf le secteur du transport. Donc raison de plus pour y être attentif. C'est aussi sans doute que le transport
réduire les émissions du transport est plus difficile que dans d'autres secteurs, hein. On peut plus aisément réduire, isoler les logements et baisser sensiblement la consommation d'énergie pour le chauffage ou des choses comme ça. Pour les transports, c'est un peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, au contraire. Et donc, dans nos travaux, deux idées très simples nous sont apparues comme des évidences, mais elles ne sont pas toujours dites. Premièrement, beaucoup de choses se passent en ville. Et donc, une dimension territoriale spécifique, ça nous donne aussi des contraintes, mais aussi des moyens d'action qui ne sont pas le transport en général. Le transport urbain présente des problèmes et présente des solutions que le transport interurbain n'a pas, qu'il s'agisse des personnes, et on pense à la multiplicité des solutions de transport à l'intérieur de la ville, qui continuent d'ailleurs à se diversifier et à faire l'objet d'inventions, mais aussi au transport de marchandises. Plus de la moitié des tonnes transportées en France et en Europe est transportée sur moins de 50 km. Et soit c'est du transport urbain, soit ça commence dans une ville ou dans une zone urbaine, soit ça finit dans une ville. Donc il y a aussi une dimension urbaine au transport de marchandises. Mais donc cibler la route et cibler la ville, voilà, ça ne veut pas dire ignorer le reste. Ça, c'est donc la décomposition des émissions en France. Vous voyez que les voitures particulières, il y en a pour plus de 53%, les poids lourds 22%, les véhicules utilitaires légers dont on ne parle jamais 19%, c'est considérable. Et donc la route au total est à la source de 94,6%, je ne sais pas la pertinence du chiffre après la virgule, mais disons 95% du total des émissions. Donc c'est bien évidemment sur la route que les efforts... Autrement dit, conclusion politique importante, quand on a un mode qui domine à tel point, je n'ai pas fait de chiffres sur le partage modal, mais vous les connaissez en termes de voyageurs ou de marchandises, le transfert modal que l'on peut souhaiter n'est qu'une solution partielle. La route est le cœur du problème et la route est aussi la source des principales solutions. Et je pense que le rapport que nous allons entendre bientôt le confirme. Et donc, trois orientations stratégiques. Il faut à la fois donc, avoir des véhicules plus efficaces. Deuxièmement, avoir une énergie dont la composition évolue vers moins de fossiles et moins d'émissions. Et changer les pratiques de transport elles-mêmes avec des marges de liberté, des marges de manœuvre assez importantes. Il faut donc jouer à la fois sur la technique, sur l'organisation, les modes de vie, les modes de travail, les modes de distribuer, les modes de produire, et aussi sur les instruments politiques qui vont soutenir, voire même imposer, les changements techniques ou les changements de pratiques à travers la réglementation, à travers la fiscalité ou les subventions ou d'autres mesures entre les mains des pouvoirs publics, locaux, nationaux, européens, voire mondiaux dans certains cas pour l'aviation ou le maritime. Et donc il faut, quand on parle de l'automobile, mais là on va nous en parler bien mieux que je ne le ferai, sachant que la consommation d'un véhicule est proportionnelle à sa masse, c'est une loi physique assez basique mais qui reste incontournable, il faut donc diminuer le poids et donc la taille des automobiles. Il faut aussi en diminuer la vitesse. On a tous appris que l'énergie cinétique, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Il en va de même de la résistance aérodynamique. Il faut éviter aussi d'avoir des véhicules plus efficaces en termes de frottement. Les pneus jouent par exemple un rôle important dans l'efficacité. Et une automobile à 2 litres au 100 n'est pas une utopie. Et puis quant aux moyens techniques, il faut à la fois jouer, comme je l'ai dit, de la normalisation technique. Les pouvoirs publics peuvent imposer des performances, mais j'ai bien noté dans le rapport qu'il était proposé des objectifs de performance, mais non pas des préconisations de solutions techniques. La neutralité technique me semble une position politique parfaitement pertinente. Et il faut des incitations de toutes sortes, la taxe carbone, la modulation des péages quand il y en a en fonction du niveau d'émission, etc., des molus-balus, etc. Vous connaissez le catalogue des mesures possibles. Du côté de quelle énergie on utilise, il faut à la fois développer les biocarburants, ceux de deuxième génération qui ne sont pas en concurrence avec les produits alimentaires. Il faut aussi, nous observons un développement plus rapide que nous ne le pensions il y a très peu de temps de l'électrification du transport. On va bientôt sortir d'un marché de niche, de véhicules urbains, captifs, de flottes de grandes entreprises ou administrations à des usages interurbains. On va aussi voir la montée en poids des véhicules électriques ou électrifiables, y compris un jour des poids lourds bientôt. Les progrès des batteries y sont aussi pour beaucoup. Mais déjà pointe peut-être la génération technologique suivante, celle de l'hydrogène, de la pile à combustible,
Et donc, des scénarios prospectifs sont indispensables. Si on équipe tout le pays avec des millions de bornes de recharge électrique et si on formate le parc nucléaire et renouvelable à cette taille pour que 15 ans plus tard, l'énergie par l'hydrogène les remplace, on aura fait peut-être une mauvaise stratégie. Voilà. Et quant aux pratiques, le transfert modal, comme je l'ai dit, n'est pas à négliger. Chaque fois qu'on peut le promouvoir, par exemple pour desservir les grands ports maritimes le long des corridors qui vont vers leur hinterland, mais aussi à l'intérieur de nos villes, un peu moins d'automobiles, un peu plus d'autres choses est généralement très souhaitable. On sait de fait, et pour le fret, c'est la tendance contraire que l'on observe partout en Europe et particulièrement en France. Il faut aussi donc des transports de personnes plus efficaces, par exemple encourager l'utile automobile avec plusieurs occupants et non pas un seul, etc., etc. Les nouvelles technologies permettant l'appairage de l'offre et de la demande avec des moyens inégalés jusqu'alors et qui offrent de grandes perspectives. Et du côté du fret aussi, la massification, la mutualisation, je ne développe pas cette idée, mais elle est encore une marge de progrès considérable. Faire moins de véhicules kilomètres pour plus de tonnes kilomètres et donc moins de CO2, c'est possible. À l'intérieur même du mode routier. Voilà, et alors on dit que les villes sont trop étalées, la périurbanisation crée de la mobilité, c'est vrai, il faudrait revenir vers une ville dense, mais enfin on ne change pas la morphologie d'une ville en 3 ans, mais effectivement ce graphique très connu nous montre que les villes denses consomment beaucoup moins d'énergie par habitant que les villes étalées à l'américaine. Et l'Europe étant quelque part entre le modèle nord-américain et le modèle des grandes villes asiatiques. Ça montre l'importance des véhicules, la consommation ou les émissions de CO2 selon tous les modes de transport, depuis la mobilette jusqu'au grand vraquier ou au grand pétrolier intercontinental. Ça montre qu'à l'intérieur même de la route, entre un poids lourd qui roule sur une route interurbaine fluide et un petit véhicule utilitaire léger livrant des pizzas en centre-ville, l'écart de consommation à la tonne transportée est considérable. Donc n'excluons pas, avec un faux bon sens, les véhicules importants de la ville. Si un camion remplace 10 camionnettes, le bilan énergétique est en faveur du camion. Donc soyons pertinents dans la réglementation urbaine. Ça, c'était un graphique avant l'électrification, je veux dire, qui montrait que d'ici, c'était un travail qu'on avait fait pour ce qui s'appelle aujourd'hui France Stratégie, que faire le facteur 4, c'était difficile, qu'on pouvait faire un facteur 2, mais un facteur 4 à l'horizon 2050, c'était pas évident, même en combinant tous les moyens. Peut-être que l'électrification plus rapide qu'on ne le voyait à l'époque donne une marge de progrès nouvelle. Voilà, et donc je conclus. Il est évident que tout ça est compliqué, qu'il n'y a pas une solution miracle, qu'il faut avec beaucoup de modestie accumuler les améliorations technologiques, organisationnelles, réglementaires, etc. Et on gagne 1, 2, 3% ici et là, et ce n'est qu'en combinant ces petits pourcents qu'on arrive à des marges de progrès substantielles, même s'il y a aussi quelques innovations. Le mot à la mode aujourd'hui, c'est disruptif. Bon, effectivement, quelques innovations qualitatives, je dirais, qui modifient certains des paramètres du problème. Pour autant, il faut une stratégie, à la fois pour que tous les acteurs économiques aient une visibilité. On ne peut pas changer les réglementations tous les ans. Donc, et là aussi, j'ai bien lu dans le rapport qu'il fallait un pas de réglementation et de révision des réglementations qui permettent aux industries d'anticiper et de fonctionner de façon pertinente. Il faut aussi que les citoyens, nous, vous et moi, ayons une vision. On sait que le politique, comme on dit aujourd'hui, est en crise. Eh bien, sur ce domaine notamment, les citoyens attendent un discours politique avec un sens, avec une orientation, avec un espoir auquel on puisse adhérer. Et enfin, c'est à la fois le changement climatique un phénomène global, comme on dit, c'est-à-dire le monde entier y est partie prenante, et un pays vertueux isolé, eh bien, ce serait une très belle vertu, mais à peu près inefficace. À la limite même, consommant moins d'énergie, il ferait baisser les prix de l'énergie pour les autres qui pourraient en profiter à la manière d'un passager clandestin, comme on dit dans le jargon des économistes. Mais pour autant, l'Europe existe, l'Europe peut avoir un rôle important, elle a été naguère le moteur des conférences mondiales sur le climat avec une position plus volontaire que d'autres. La Commission européenne a publié périodiquement des communications qui donnent une stratégie, qui donnent une vision.
Il faut noter que les objectifs sont en train d'être atteints, donc toute parole politique n'est pas vouée à être un échec et démentie les années suivantes par les statistiques. La diminution de 20% des consommations, de la part des renouvelables, etc., et de l'efficacité énergétique est en voie d'être accomplie. Et ces points de vue européens convergent avec les engagements français, avec la stratégie nationale bas carbone et avec la stratégie de développement de la mobilité propre de juin 2016. Donc il faut continuer et encore une fois défendre la mise en œuvre de l'accord de la COP 21. Voilà, donc je n'ai fait que rappeler des généralités que j'espère nous allons pouvoir examiner de façon beaucoup plus sérieuse et plus approfondie avec le rapport de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.